Le jour où ma famille a sonné à la porte de ma maison à 6 chambres, croyant qu'elle appartenait à ma petite sœur, fut le jour où 26 ans de silence ont enfin trouvé leur voie. Mais avant de vous raconter comment j'ai transformé leur ricanement en stupéfaction, abonnez-vous à cette chaîne. Cette histoire va vous montrer que parfois, la plus douce des revanches est celle qu'on ne voit jamais venir. Laissez-moi vous emmener 3 ans en arrière, dans cette station-service Total de banlieue où l'odeur d'essence et de désinfectant industriel imprégnait mes vêtements chaque soir. J'avais 23 ans alors, et chaque bip du scanner, chaque bonjour, ça fait 45 €, chaque regard condescendant des clients qui payaient leur plein avec des cartes black me rappelait ma place dans l'ordre familial. Tout en bas. Ma petite sœur Camille, elle, terminait son master en communication à HEC. 3 ans de moins que moi, mais déjà considérée comme l'avenir de la famille. Ses posts Instagram récoltaient des milliers de likes, ses stages se transformaient en CDI avant même la fin de ses études, et ses petits amis ressemblaient tous à des mannequins sortis d'un shooting pour GQ. Moi, je comptais les pièces de 1 centime que les clients laissaient tomber au sol, espérant atteindre les 8 € de l'heure. Mes parents n'avaient jamais été méchants, pas vraiment. Ils m'aimaient à leur façon, cette façon particulière des parents français qui confondent amour et déception constructive. Tu as du potentiel, mais... était leur phrase fétiche. Tu as du potentiel, mais tu ne t'appliques pas. Tu as du potentiel, mais tu manques d'ambition. Tu as du potentiel, mais regarde ta sœur. Toujours cette comparaison. Camille qui décrochait ses diplômes avec mention, Camille qui parlait 3 langues couramment, Camille qui savait déjà qu'elle voulait créer sa propre agence de communication. Et moi qui n'avais même pas terminé ma licence de sociologie, abandonné après 2 ans pour me retrouver derrière un comptoir à vendre des cigarettes et des tickets de grattage. Les dimanches chez mes parents étaient devenus des exercices de masochisme volontaire. Camille arrivait toujours avec une nouvelle anecdote professionnelle, un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Moi, j'arrivais avec mes cernes de la semaine et l'odeur tenace de l'essence que même 3 douches n'arrivaient pas à effacer complètement. Ce dimanche de mars 2021 restera gravé dans ma mémoire comme le point de non-retour. Un brunch familial élargi, avec les oncles, les tantes, les cousins. Camille venait de décrocher un stage chez Publicis, et bien sûr, c'était le sujet principal de conversation. Moi, j'étais assise au bout de la table, pianotant nerveusement sur mon téléphone, essayant de me rendre invisible. « Et toi, Sarah? Tu fais toujours, ton truc à la station », avait lancé mon oncle Pierre, la bouche pleine de saumon fumé, avec ce sourire en coin qui ne trompait personne. Le silence qui avait suivi était assourdissant. Tous les regards s'étaient tournés vers moi, ces regards que je connaissais par cœur. Un mélange de pitié, de gêne et de cette satisfaction secrète que procure le sentiment de supériorité. J'avais murmuré un oui à peine audible, les joues en feu. « C'est formidable », avait renchéri ma tante Christine avec un enthousiasme si exagéré qu'il en devenait insultant. « Il faut bien quelqu'un pour faire ce travail. Et puis, c'est stable, non ? Stable. » Le mot était tombé comme une gifle. Camille avait levé les yeux au ciel avec cette expression que je lui connaissais bien, ce mélange d'embarras et d'agacement d'avoir une sœur si peu à la hauteur des standards familiaux. En tout cas, avait repris mon père en se tournant vers Camille, « On est très fiers de ce que tu accomplis. Cette opportunité chez Publicis, c'est exactement le genre de tremplin dont tu as besoin. » Camille avait souri, de ce sourire radieux qui illuminait toujours son visage quand on la complimentait. Et moi, j'étais devenue transparente. Littéralement effacée de la conversation familiale, comme si ma présence était devenue optionnelle. C'est à ce moment-là que mon grand-père paternel, assis à côté de moi, avait posé sa main ridée sur la mienne. Grand-père Henri, 82 ans, ancien ouvrier métallurgiste devenu petit entrepreneur à force d'acharnement. Il avait construit sa première maison de ses propres mains dans les années 70, puis une deuxième qu'il avait revendue avec bénéfice, puis une troisième. Un homme d'une autre époque qui croyait encore que le travail et la détermination pouvaient faire des miracles.
Tu sais, m'avait-il murmuré assez bas pour que les autres n'entendent pas, les plus grandes réussites naissent souvent du silence. Ta grand-mère et moi, on a commencé avec rien, et regarde ce qu'on a construit. Ses yeux bleus, encore vifs malgré l'âge, me fixaient avec une intensité qui m'avait surprise. Tu as quelque chose en toi, ma petite Sarah. Quelque chose que les autres ne voient pas encore. Mais moi, je le vois. Ces mots m'avaient touché bien plus profondément que tous les compliments que j'aurais pu recevoir. Dans un monde où tout le monde me considérait comme l'échec familial, grand-père Henri voyait encore du potentiel. Un potentiel que même moi, j'avais fini par ne plus croire réel. Après le repas, alors que tout le monde félicitait encore Camille pour son avenir brillant, grand-père m'avait prise à part dans le jardin. Il avait sorti de sa poche une enveloppe Kraft, un peu froissée. « Ouvre-la quand tu seras seul, » m'avait-il dit. « Et souviens-toi, les diamants se forment sous pression. » Cette nuit-là, dans mon studio de 22 mètres carrés au 5e étage sans ascenseur, j'avais ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, 5 billets de 200 € et une lettre manuscrite de sa belle écriture d'instituteur à la retraite. « Ma chère Sarah, écrivait-il, l'argent que tu trouveras ici n'est pas un cadeau, c'est un investissement. Un investissement dans la femme que tu vas devenir, pas dans celle que tu es aujourd'hui. Utilise-le pour construire quelque chose. N'importe quoi, mais quelque chose qui soit toi. Je crois en toi, même si tu ne crois plus en toi-même. Avec tout mon amour, grand-père Henri. 1000 €. Pour ma famille, c'était l'équivalent d'un week-end shopping pour Camille. Pour moi, c'était 6 semaines de salaire net. Mais surtout, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un croyait suffisamment en moi pour parier sur mon avenir. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de cette émotion complexe qu'on ressent quand on réalise qu'on n'est peut-être pas si nul qu'on le pensait. J'ai pleuré en pensant à tous ces dimanches où j'avais encaissé les remarques, les comparaisons, les regards de pitié. J'ai pleuré en pensant à ma grand-mère qui me disait toujours « Sarah, tu as des mains en or » quand je l'aidais à réparer les petits problèmes de la maison. Et puis, vers 3 heures du matin, assise sur mon lit avec les billets étalés devant moi, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. J'allais leur montrer. Pas par dépit, pas par colère, mais par nécessité. Par besoin vital de prouver à cette famille, et surtout à moi-même, que je valais plus que l'image qu'ils avaient de moi. Le lendemain, au lieu de me rendre directement à la station-service, j'ai fait un détour par la bibliothèque municipale. J'ai emprunté tous les livres sur l'immobilier, l'investissement, la rénovation que j'ai pu trouver. L'investissement immobilier pour débutants, rénover pour revendre, le guide de l'achat-revente, financer ses projets immobiliers. Une pile de bouquins que j'ai transportés comme un trésor jusqu'à chez moi. Mes collègues de la station ont commencé à me charrier. « Alors Sarah, tu vas devenir agent immobilier maintenant ?» ricanait Michael, le gérant adjoint qui se prenait pour le roi du monde avec ses 3 ans d'ancienneté. Je souriais, je hochais la tête, et je continuais à lire. Pendant les pauses, pendant les trajets en RER, le soir dans mon studio, le week-end. Je dévorais ces livres comme si ma vie en dépendait. Et peut-être que c'était le cas. Au bout de 3 mois, j'avais assimilé les bases. J'avais compris les mécanismes du marché immobilier francilien, les zones en développement, les profils d'acheteurs, les techniques de rénovation les plus rentables. J'avais découvert que ma formation incomplète en sociologie m'avait en fait donné des outils précieux. Comprendre les comportements, analyser les tendances, anticiper les besoins. Mes 1000 €, je les ai fait fructifier en les investissant dans ma formation. Pas une formation officielle, je n'en avais pas les moyens, mais une auto-formation intensive. J'ai acheté des logiciels de calcul d'investissement, je me suis abonné à des magazines spécialisés, j'ai rejoint des forums en ligne où des investisseurs partageaient leurs expériences. Le soir, après mes 8 heures derrière le comptoir, je ne regardais plus Netflix comme avant. Je parcourais les annonces immobilières, j'analysais les prix au mètre carré, je repérais les biens sous-évalués, les quartiers en mutation, les opportunités.
Mon téléphone était devenu une calculatrice permanente. Prix d'achat plus travaux plus charges plus taxes égale prix de vente potentiel. Marge brute, marge nette, rentabilité. Des calculs qui dansaient dans ma tête même pendant le sommeil. Au bout de 6 mois, j'avais économisé 3 000 € supplémentaires. Chaque centime de mon salaire était budgétisé, optimisé, réinvesti dans mon plan secret. Fini les sorties au cinéma, fini les restaurants, fini les achats impulsifs. Je vivais comme un moine, mais un moine avec une mission. Les dimanches familiaux continuaient, et j'avais appris à jouer mon rôle. La sœur ratée qui travaille à la station-service, qui n'a pas d'ambition, qui se contente de peu. Je souriais quand Camille racontait ses succès professionnels, j'acquiesçais quand mes parents s'extasiaient sur ses projets, je restais silencieuse quand les remarques fusaient sur mon manque d'ambition. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. Chaque week-end passé à visiter des biens, chaque soirée consacrée à étudier les prix du marché, chaque euro économisé me construisait une armure invisible. Je n'étais plus la Sarah qui subissait leurs remarques. J'étais Sarah qui préparait sa revanche. Le tournant est arrivé au bout d'1 an. J'avais repéré un petit 2 pièces à Montreuil, dans un immeuble des années 70. Le propriétaire, un monsieur âgé, voulait vendre rapidement pour financer sa maison de retraite. Le bien était dans un état moyen, rien de catastrophique, mais suffisamment désuet pour décourager les acheteurs classiques. 62 mètres carrés à 180 000 €, dans un quartier en pleine gentrification. Mes calculs étaient simples, 15 000 € de travaux, 3 mois de rénovation, et je pourrais le revendre 240 000 €. 45 000 € de bénéfices bruts pour un investissement total de 195 000 €. Évidemment, je n'avais que 4 000 € d'apport personnel, mais j'avais appris les rouages du crédit immobilier. Mon CDI à la station-service, aussi modeste soit-il, me donnait une capacité d'emprunt suffisante. La négociation avec le banquier a été un moment charnière. Monsieur Dubois, conseiller clientèle à la Société Générale, m'avait reçu avec cette politesse un peu condescendante qu'on réserve aux clients aux revenus modestes. Costume bleu marine, cravate assortie, bureau impeccable. Il s'attendait visiblement à une demande de crédit consommation pour une voiture d'occasion. Quand je lui ai expliqué mon projet d'investissement immobilier, son expression a changé. Scepticisme d'abord, puis surprise, puis intérêt grandissant au fur et à mesure que je déroulais mon business plan. J'avais préparé un dossier de 20 pages, analyse du marché local, photo du bien, devis détaillé des travaux, projection des ventes sur 3 ans. Mademoiselle, m'avait-il dit en refermant le dossier, je reçois des ingénieurs et des cadres sup qui présentent des projets moins bien ficelés que le vôtre. D'où vous vient cette expertise? J'avais souri, ce sourire que j'avais appris à maîtriser pour masquer la fierté qui montait en moi. De mes soirées passées à la bibliothèque plutôt que devant la télé. Le crédit a été accordé. 191 000 € sur 20 ans, avec une assurance qui couvrait mes mensualités en cas de problème. Pour la première fois de ma vie, j'étais propriétaire. Propriétaire d'un bien que personne dans ma famille ne soupçonnait même. Les 3 mois de rénovation ont été épuisants mais exaltants. Je travaillais mes 8 heures à la station-service, puis je filais à Montreuil pour superviser les travaux. J'avais trouvé une équipe d'artisans polonais, des perfectionnistes qui facturaient moitié prix par rapport aux entreprises françaises. Tadeusz, le chef d'équipe, était devenu mon mentor en rénovation. Il m'apprenait à lire les défauts cachés, à négocier avec les fournisseurs, à optimiser chaque euro investi. Le soir, je rentrais chez moi avec de la peinture sous les ongles et la satisfaction du travail accompli. Mes parents, quand ils m'appelaient, entendaient dans ma voix une énergie qu'ils n'arrivaient pas à s'expliquer. « Tu as l'air en forme, dis donc. Le travail à la station te convient finalement. » Je répondais vaguement, quelque chose comme « oui, ça va », et je raccrochais rapidement pour ne pas avoir à mentir davantage. Camille, elle, était lancée dans sa carrière chez Publicis. Ses stories Instagram la montraient dans des restaurants branchés, des vernissages, des soirées d'entreprise. Elle rayonnait,
et je dois reconnaître qu'une part de moi était fière d'elle. Mais une autre part, plus secrète, comptait les jours jusqu'à ma propre révélation. La vente du 2 pièces s'est conclue exactement comme prévu. 242 000 €, soit 2 000 de plus que mes projections initiales. Après remboursement du crédit relais et paiement des frais, il me restait 43 000 € net. En 3 mois, j'avais gagné l'équivalent de 2 ans de salaire à la station-service. Mais surtout, j'avais prouvé quelque chose. À moi-même d'abord, puis à mon banquier qui m'a rappelé 3 jours après la vente pour me proposer de nouveaux projets, puis à Tadeuse qui m'a recommandé à d'autres investisseurs de sa connaissance. J'étais lancé. Le deuxième investissement a été plus ambitieux. Une maison de ville à Rosny-sous-Bois, 80 mètres carrés habitables avec un potentiel d'extension en comble. Prix d'achat, 295 000 €. Travaux prévus, 35 000 €. Objectif de revente, 380 000 €. Cette fois, mon apport personnel de 43 000 € me permettait de négocier de meilleures conditions de crédit. Pendant que je supervisais le chantier, mes parents continuaient de s'inquiéter pour mon avenir. À 25 ans, il serait temps que tu penses à évoluer professionnellement, me disait ma mère lors de nos conversations téléphoniques hebdomadaires. Regarde ta sœur, elle a déjà été promue chef de projet junior. Et toi, tu comptes rester caissière toute ta vie. Ces remarques, qui m'auraient blessé 2 ans plus tôt, glissaient maintenant sur moi comme l'eau sur un imperméable. J'avais trouvé ma voie, et leur approbation n'était plus nécessaire à ma construction personnelle. Je me contentais de répondre que je réfléchissais à différentes options, ce qui était vrai d'une certaine manière. La maison de Rosny s'est vendue 385 000 €, encore au-dessus de mes prévisions. Bénéfice net, 52 000 €. Mon capital était maintenant de 95 000 € et ma réputation dans le milieu commençait à se construire. Des agents immobiliers me contactaient directement quand ils avaient des biens avec potentiel, des artisans me proposaient leurs services, des notaires me recommandaient à leurs clients investisseurs. J'avais 26 ans et j'étais devenue, sans que personne le sache, une investisseuse immobilière respectée dans l'Est parisien. Le troisième projet allait être le plus audacieux. Une maison bourgeoise des années 30 à Nogent-sur-Marne, avec un jardin de 300 mètres carrés. Le bien appartenait à une succession compliquée, 3 héritiers qui ne s'entendaient pas et voulaient vendre rapidement. Prix demandé, 520 000 € pour 150 mètres carrés habitables et un potentiel énorme. Cette fois, j'ai pris 6 mois de congé sans solde à la station-service. Officiellement pour faire le point sur ma carrière. En réalité, pour me consacrer entièrement à la rénovation de ce qui allait devenir ma pièce maîtresse. 6 mois pendant lesquels j'ai vécu sur place, dans une petite caravane installée dans le jardin. 6 mois à coordonner les corps de métier, à chiner les matériaux, à dessiner les plans d'aménagement. Tadeuse et son équipe sont devenus ma seconde famille. Nous partagions les repas, les galères de chantier, la satisfaction de voir le projet prendre forme. La maison se transformait sous mes yeux. Les cloisons abattues ont créé un espace de vie lumineux, les combles aménagés ont ajouté 60 mètres carrés habitables, la cuisine ouverte sur le jardin est devenue le cœur de la maison. Chaque détail était pensé, optimisé, sublimé. Pendant ces 6 mois, ma famille a vécu le mystère de ma disparition relative. Je donnais de mes nouvelles par message, prétextant une période de réflexion personnelle. Camille postait des photos de ses succès professionnels, mes parents s'inquiétaient de mon avenir, et moi je construisais mon chef-d'œuvre dans l'ombre. Quand la rénovation s'est achevée, j'avais entre les mains une propriété exceptionnelle. 6 chambres, 4 salles de bain, un salon-salle à manger de 60 mètres carrés, une cuisine équipée haut de gamme, un bureau avec vue sur jardin. Le tout dans un quartier prisé, à 20 minutes de Paris en RER. Les premières visites ont confirmé mes projections. Les acheteurs potentiels tombaient sous le charme dès l'entrée. L'agent immobilier que j'avais choisi, Madame Laurent, une professionnelle reconnue dans le secteur, m'avait confié: « Sarah, en 15 ans de métier, j'ai rarement vu une rénovation de cette qualité. Vous avez un œil exceptionnel. »
Mais j'avais pris une décision qui allait surprendre tout le monde, y compris mon banquier et mes partenaires habituels. Cette maison, je n'allais pas la vendre. J'allais la garder et en faire ma résidence principale. Après 2 ans et demi d'investissements successifs, j'avais accumulé suffisamment de capital pour acquérir définitivement cette propriété. Mon patrimoine immobilier était estimé à 1,2 million d'euros, mes revenus locatifs me permettaient de vivre confortablement et surtout, j'avais construit quelque chose qui m'appartenait vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de révéler la vérité à ma famille. L'occasion s'est présentée naturellement. Camille avait lancé sa propre agence de communication digitale et cherchait des lieux insolites pour ses tournages de contenu. Elle m'avait appelé un mardi soir, excitée comme une enfant. « Sarah, j'ai trouvé la maison parfaite pour mon prochain shooting client. Une propriété de malade à Nogent, 6 chambres, un jardin magnifique. Le propriétaire accepte qu'on vienne tourner samedi pour 500 € la journée. Tu veux venir avec moi ? Ça peut être sympa de passer du temps ensemble. » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Ma petite sœur venait de me décrire ma propre maison, celle que j'habitais depuis 3 mois, celle où j'avais investi mes économies, mon temps, mon énergie. Elle ne savait évidemment pas que c'était moi, la propriétaire mystérieuse qui avait accepté sa demande via l'agence immobilière. « D'accord, » avais-je répondu d'une voix que j'espérais neutre. « Ça me ferait plaisir de venir. » « Génial. Et j'ai proposé à papa et maman de nous accompagner. Ils pourront voir à quoi ressemble une vraie réussite immobilière, ça leur donnera peut-être des idées pour leur propre investissement. Une vraie réussite immobilière. Les mots résonnaient dans ma tête avec une ironie délicieuse. Ma famille allait découvrir une vraie réussite immobilière, effectivement. Mais pas celle qu'ils imaginaient. Le samedi matin, je me suis levé dans ma chambre de 15 mètres carrés, celle que j'avais aménagée sous les combles avec vue panoramique sur le jardin. J'ai pris mon café dans ma cuisine équipée, celle où chaque élément avait été choisi personnellement. J'ai arrosé les plantes de mon jardin, celui que j'avais redessiné avec un paysagiste. Puis je suis parti de chez moi pour retrouver ma famille devant chez moi. L'absurdité de la situation m'amusait et me stressait à la fois. Dans 3 heures, mes parents et ma sœur allaient comprendre que leur Sarah, la ratée de la famille, la caissière sans ambition, était propriétaire de la maison qu'ils s'apprêtaient à admirer. Je les ai retrouvés devant le portail en fer forgé que j'avais fait restaurer par un ferreur d'art. Mes parents étaient élégants, comme toujours pour les occasions spéciales. Camille rayonnait dans sa tenue de working girl branchée, appareil photo professionnel en bandoulière, assistant en remorque. « Bonjour ma chérie », m'a dit ma mère en m'embrassant. « Tu as l'air en forme. Ce petit break t'a fait du bien, on dirait. » Mon père observait déjà la façade avec intérêt. « Belle propriété » avait-il murmuré. « Ça doit valoir une fortune, dans ce quartier. » Camille était en mode professionnel, expliquant à son assistant l'angle des prises de vue, la lumière idéale, le storytelling de la marque cliente. Elle m'a à peine regardé, concentrée sur son projet. À 10 heures précises, Madame Laurent est arrivée avec les clés. Je l'avais prévenue de la situation particulière, et elle jouait le jeu avec un sourire complice. « Bonjour tout le monde. Je suis Catherine Laurent, de l'agence Laurent Immobilier. Vous êtes l'équipe de tournage de Mademoiselle Camille. » Les présentations se sont faites naturellement. Mes parents se sont présentés comme les parents de Camille, moi comme la sœur. Madame Laurent m'a serré la main avec une légère pression, notre signal convenu. « Parfait. Alors, je vais vous faire visiter cette magnifique propriété. C'est un coup de cœur absolu, je dois vous dire. La propriétaire a réalisé une rénovation exceptionnelle. Et nous avons franchi le seuil de ma maison. La réaction de ma famille a dépassé mes attentes. Mes parents sont restés bouche bée devant le hall d'entrée, avec son parquet en chêne massif et son escalier restauré. Camille a immédiatement commencé à mitrailler avec son appareil photo, murmurant des waouh à chaque angle découvert. « C'est magnifique », a soufflé ma mère. « Qui a pu réaliser une rénovation pareille ?
Une jeune femme très talentueuse, a répondu Madame Laurent. Elle a tout supervisé personnellement, du choix des matériaux à la coordination des artisans. Un œil exceptionnel et une détermination rare. Nous avons visité le salon, avec sa cheminée restaurée et ses poutres apparentes. La cuisine ouverte, avec son îlot central en granit et ses équipements haut de gamme. La salle à manger, baignée de lumière grâce aux baies vitrées donnant sur le jardin. À chaque pièce, l'admiration de ma famille grandissait. Mon père, ancien ingénieur, analysait les détails techniques avec une expertise que je lui connaissais. Cette installation électrique est remarquable. Et regardez cette isolation, on sent que c'est du travail de professionnel. Camille était en extase créative. Chaque angle lui inspirait de nouvelles idées de shooting. Maman, tu imagines les possibilités? Cette lumière naturelle, ces volumes, cette déco. Over uns dies place es incredible tast. Quand nous sommes montés à l'étage, vers les chambres que j'avais aménagées sous les combles, ma mère n'a pas pu s'empêcher de rêver tout haut. Si on avait une propriété comme ça, je transformerais cette pièce en bureau, et celle-là en chambre d'amis. Ça coûte combien, une maison pareille? A demandé mon père à Madame Laurent. Cette propriété est estimée à 850 000 €, a répondu l'agent immobilière. Mais elle n'est pas à vendre. La propriétaire vient de terminer les travaux et souhaite en profiter. 850 000 €. Le chiffre a fait son effet. Mes parents ont échangé un regard éloquent. Pour eux, qui avaient économisé toute leur vie pour acheter leur pavillon de banlieue, cette somme représentait un monde inaccessible. Elle a quel âge, la propriétaire? A demandé Camille, toujours en train de photographier. Oh, c'est une toute jeune femme. 26 ans, je crois. Le silence qui a suivi était lourd de sens. Une femme de l'âge de Camille, propriétaire d'un bien de cette valeur. Mes parents imaginaient probablement une héritière, une femme d'affaires, une personnalité du milieu artistique. Certainement pas leur fille aînée qui travaillait dans une station-service. Nous avons terminé la visite par le jardin. 300 mètres carrés parfaitement entretenus, avec un potager que j'avais créé dans un coin ensoleillé, une terrasse en bois exotique, un bassin avec des poissons rouges. L'endroit où je prenais mon café chaque matin, où je lisais le soir, où je recevais mes amis pour des barbecues. C'est un rêve, a murmuré ma mère. Vivre dans un endroit pareil, ce doit être le bonheur absolu. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de révéler la vérité. En fait, ai-je dit d'une voix que j'espérais assurer, je peux vous confirmer que c'est effectivement le bonheur absolu. Mes parents et Camille se sont tournés vers moi, surpris par mon intervention soudaine. Comment tu peux savoir ça? A demandé Camille avec un petit rire. Tu n'as jamais vécu dans un endroit pareil. J'ai pris une profonde inspiration. Le moment était venu. 2 ans et demi de secrets, de travail acharné, de sacrifices silencieux allaient enfin prendre leur sens. Si, en fait, depuis 3 mois. Le silence qui a suivi était palpable. Madame Laurent souriait discrètement, mes parents me regardaient sans comprendre, et Camille avait arrêté de prendre des photos. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a demandé mon père, la voix légèrement tendue. J'ai sorti les clés de ma poche, ces clés que je manipulais tous les jours, ces clés qui ouvraient la porte de ma maison. Je les ai fait teinter doucement dans le silence du jardin. Je veux dire que cette propriétaire de 26 ans dont vous parlez, c'est moi. L'incrédulité absolue. C'est la seule façon de décrire l'expression qui s'est peinte sur leur visage. Ma mère a ouvert la bouche sans qu'aucun son en sorte. Mon père a plissé les yeux comme s'il essayait de résoudre une équation complexe. Camille a baissé son appareil photo, le choc évident. « Sarah » a commencé ma mère d'une voix hésitante. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu travailles dans une station-service. » Plus maintenant. J'ai démissionné il y a 3 mois pour me consacrer entièrement à mes investissements immobiliers. Tes investissements? Quoi? Camille avait retrouvé sa voix, mais elle était montée d'une octave. Madame Laurent s'est approchée avec un sourire bienveillant.
Je peux confirmer que mademoiselle Sarah est bien la propriétaire de cette magnifique demeure. Et si je peux me permettre, c'est l'une des rénovatrices les plus talentueuses avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Mon père s'est assis lourdement sur le banc en teck que j'avais installé près du bassin. Mais, comment? Avec quel argent? Tu gagnes 1200 € net par mois, oui. Plus les 1000 € que grand-père Henri m'avait donnés. J'ai marqué une pause, laissant l'information faire son chemin. Vous voulez que je vous raconte comment une caissière de station-service devient propriétaire d'une maison à 850 000 €. Ils ont hoché la tête en silence, encore sous le choc. Tout a commencé ce dimanche de mars 2021, vous vous souvenez? Le brunch où oncle Pierre m'a demandé si je faisais toujours mon truc à la station. Où tante Christine a dit que c'était stable. Où vous avez parlé pendant 2 heures des succès de Camille sans me poser une seule question sur ma vie. Ma mère a eu un mouvement de recul. Sarah, tu sais bien qu'on ne voulait pas. Vous ne vouliez pas me blesser, je sais. Mais vous l'avez fait quand même. Cette humiliation publique a été un déclic. Grand-père Henri m'a donné 1000 € ce jour-là, pas comme un cadeau, mais comme un investissement dans la femme que je pouvais devenir. J'ai commencé à marcher dans le jardin, mais pas résonnant sur les dalles en pierre naturelle que j'avais choisies moi-même. Pendant que vous vous inquiétiez pour mon avenir, j'ai passé 6 mois à étudier. Chaque soir, chaque week-end, chaque minute libre. L'immobilier, l'investissement, la rénovation. Je suis devenue experte en marchés locaux, en technique de négociation, en coordination de chantier. Camille s'était rapprochée, fascinée malgré elle. Mais tu n'as jamais rien dit. Qu'est-ce que j'aurais dit? Papa, maman, votre fille ratée étudie l'immobilier le soir après avoir vendu des cigarettes toute la journée? Vous m'auriez écouté? Le silence qui a suivi était éloquent. Mon premier investissement, un 2 pièces à Montreuil. Achat 180 000, rénovation 15 000, revente 242 000. Bénéfice net, 43 000 €. En 3 mois, j'avais gagné plus qu'en 2 ans à la station-service. Mon père avait retrouvé ses réflexes d'ingénieur. Comment tu as obtenu le crédit? Avec tes revenus? Avec un business plan de 20 pages et une détermination que le banquier n'avait jamais vue chez une caissière de station-service. Il me l'a dit lui-même. J'ai continué mon récit, détaillant chaque étape, chaque investissement, chaque apprentissage. La maison de Rosny-sous-Bois, les 52 000 € de bénéfices, la construction progressive d'un réseau professionnel qui me respectait pour mes compétences, pas pour mon diplôme. Et cette maison, a demandé ma mère, la voix encore tremblante. Mon chef-d'œuvre. 6 mois de rénovation intensive, de l'aube au coucher du soleil. J'ai vécu dans une caravane dans le jardin pour superviser chaque détail. Chaque choix de matériaux, chaque aménagement, chaque finition. C'est mon travail que vous admirez depuis tout à l'heure. Camille regardait autour d'elle avec des yeux nouveaux. Tu veux dire que toi, ma sœur qui vendait des tickets de grattage, tu as créé tout ça? Non, Camille. Pas ta sœur qui vendait des tickets de grattage. Ta sœur qui a utilisé cette période pour apprendre, observer, planifier. Ta sœur qui a transformé l'humiliation en motivation, la sous-estimation en détermination. Ma mère s'était assise à côté de mon père, les larmes aux yeux. Sarah, pourquoi tu ne nous as rien dit? Parce que j'avais besoin de vous prouver quelque chose avant de vous l'expliquer. Parce que pendant des années, vous avez regardé ce que je faisais, jamais ce que je pouvais devenir. Parce que grand-père Henri a été le seul à voir du potentiel là où vous ne voyez que déception. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de ma banque. Le solde affiché était à 6 chiffres. Mon patrimoine immobilier actuel, 1,2 million d'euros. Mes revenus locatifs mensuels, 4 800 € net. Sans compter cette propriété que j'habite et qui continue de prendre de la valeur. Les chiffres ont eu l'effet escompté. Ma famille me regardait comme si elle me découvrait pour la première fois. Ce qui était, d'une certaine façon,
Exactement le cas. Mais pourquoi maintenant? A demandé mon père. Pourquoi nous révéler tout ça aujourd'hui? Un sourire a éclairé mon visage. Parce que ma petite sœur voulait filmer dans une vraie réussite immobilière pour impressionner ses clients. Parce que vous parliez d'investissement comme d'un monde inaccessible. Parce qu'il était temps que vous compreniez qui j'étais vraiment devenu. Camille s'est approchée de moi, son appareil photo oublié. Sarah, je suis désolée. On t'a vraiment sous-estimé. Vous ne m'avez pas sous-estimé, Camille. Vous avez estimé celle que j'étais à un moment donné. Mais les gens évoluent, grandissent, se transforment. Parfois en silence, parfois dans l'ombre. Parfois en prouvant d'abord, en expliquant ensuite. Mon père s'est levé et s'est approché de moi. Dans ses yeux, je lisais un mélange de fierté, de regret et d'admiration. Ma fille, nous nous sommes trompés. Complètement trompés. Vous vous êtes trompé sur mes capacités, pas sur mon point de départ. Il y a 3 ans, j'étais effectivement une caissière sans ambition apparente. Mais grand-père Henri voyait juste, les plus grandes transformations naissent souvent du silence et de la pression. Ma mère s'était levée aussi, et pour la première fois depuis des années, elle me regardait avec le respect qu'elle réservait habituellement aux réussites de Camille. Tu es extraordinaire. Comment avons-nous pu passer à côté de ça? Parce que vous cherchiez des signes traditionnels de réussite. Diplôme, entreprise prestigieuse, salaires élevés. Vous n'avez pas vu que j'étais en train de construire quelque chose de différent, de plus solide peut-être. Madame Laurent, qui avait assisté à toute la scène avec une discrétion professionnelle, s'est permis d'intervenir. Si je peux me permettre, votre fille est respectée dans tout le milieu immobilier local. Ses rénovations sont citées en exemple, sa capacité d'analyse du marché est remarquable. Elle a créé sa réputation sur ses résultats, pas sur ses relations. Le compliment, venant d'une professionnelle reconnue, a achevé de convaincre mes parents. Mon père a secoué la tête, incrédule. Dire que nous nous inquiétions pour ton avenir. Vous aviez raison de vous inquiéter. Mon avenir à la station-service était effectivement limité. Mais vous vous trompiez sur ma capacité à en construire un autre. Camille s'était rapprochée et m'a prise dans ses bras. Je suis fière de toi, grande sœur. Et j'ai honte de ne pas avoir vu qui tu étais en train de devenir. Cette accolade, la première vraiment sincère depuis des années, m'a ému plus que je ne l'aurais imaginé. Ma petite sœur, la Golden Child de la famille, me reconnaissait enfin comme son égale. Peut-être même plus. Et maintenant, a demandé ma mère. Quels sont tes projets? J'ai regardé ma maison, mon jardin, cette vie que j'avais construite pierre par pierre. Maintenant, je profite de ce que j'ai créé. Je continue mes investissements, mais à mon rythme. J'ai prouvé ce que je voulais prouver. Le reste, c'est du bonus. Mon père a fait quelques pas dans le jardin, observant chaque détail avec un œil nouveau. Cette pelouse, ces massifs, cette terrasse, tu as pensé à tout. J'ai eu de bons conseils. Tadeusz, mon chef d'équipe polonais, m'a appris que la qualité se voit dans les détails. Que la différence entre un travail correct et un travail exceptionnel, c'est l'attention portée à ce que les autres ne voient pas au premier regard. Comme toi, finalement, a murmuré ma mère. On n'a pas vu au premier regard qui tu étais vraiment. Nous avons passé le reste de l'après-midi dans le jardin. Mes parents posaient 1000 questions sur mes techniques d'investissement, mes critères de sélection, mes méthodes de rénovation. Camille filmait tout, non plus pour son client, mais pour immortaliser ce moment de révélation familiale. Vers 18 heures, alors que le soleil déclinait sur mon jardin parfaitement entretenu, j'ai proposé à ma famille de rester dîner. Après tout, c'est chez moi ici. Et j'ai une cuisine équipée pour recevoir. Le repas que j'ai préparé dans Emma Cuisine, avec MES Ustensiles, dans Emma Maison, a été l'un des plus beaux moments de ma vie. Mes parents me regardaient différemment, me parlaient différemment. Ils me posaient des questions sur mes projets, mes ambitions, mes rêves.
Pour la première fois, ils s'intéressaient à mon avenir, pas à celui qu'ils auraient voulu pour moi. Camille a posté une story Instagram ce soir-là. Une photo de nous quatre attablés dans ma salle à manger, avec cette légende. Parfois, les plus belles surprises viennent de ceux qu'on croit le mieux connaître. Fière de ma grande sœur et de son parcours incroyable. #family, #inspiration, #nevergiveup. Quand ils sont repartis, vers 22h, j'ai eu droit à des embrassades sincères, des promesses de visites régulières, des excuses répétées pour les années d'incompréhension. « Tu nous pardonneras ?» m'a demandé ma mère en me serrant fort dans ses bras. « Il n'y a rien à pardonner, maman. Vous avez aimé la Sarah d'hier. Maintenant, vous découvrez la Sarah d'aujourd'hui. C'est tout. » Après leur départ, je me suis installée sur ma terrasse avec un verre de vin rouge. Ma maison était silencieuse, mon jardin baignait dans la lumière douce des spots que j'avais fait installer. J'étais seule, mais pas solitaire. J'étais chez moi, dans tous les sens du terme. Mon téléphone a vibré. Un message de grand-père Henri. Ma petite Sarah, Camille m'a tout raconté. Je savais que tu y arriverais. Les diamants se forment sous pression, tu t'en souviens? Ton diamant brille maintenant. Je suis fière de toi. Avec tout mon amour. J'ai souri dans l'obscurité naissante. Grand-père Henri, le seul qui avait cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même, avait eu raison. Sa confiance, son investissement symbolique, ses mots d'encouragement avaient planté une graine qui avait fini par devenir cet arbre magnifique, ma nouvelle vie. Cette nuit-là, dans mon lit king size de ma chambre sous les combles, j'ai repensé au chemin parcouru. De la station-service totale à cette maison bourgeoise, de l'humiliation familiale à la reconnaissance méritée, de la Sarah subie à la Sarah choisie. La revanche la plus douce n'est pas celle qui humilie. C'est celle qui révèle. Qui montre que derrière chaque personne sous-estimée se cache peut-être un potentiel insoupçonné. Que l'échec apparent d'aujourd'hui peut devenir la réussite éclatante de demain. Que parfois, il suffit d'une personne qui croit en nous pour déclencher une transformation extraordinaire. Ma famille avait découvert que leur Sarah, la caissière sans ambition, était devenue Sarah l'investisseuse, Sarah la rénovatrice, Sarah la propriétaire. Mais moi, j'avais découvert quelque chose de plus précieux encore, que la validation des autres, même celle de ceux qu'on aime le plus, n'est jamais aussi puissante que celle qu'on se donne à soi-même. En fermant les yeux cette nuit-là, j'ai pensé à tous ceux qui, comme moi il y a 3 ans, se sentent sous-estimés, mal compris, limités par le regard des autres. À tous ceux qui travaillent dans des emplois qu'ils n'ont pas choisis, qui rêvent d'autre chose sans oser y croire vraiment. Mon histoire leur dit ceci, vous n'êtes pas condamné à rester celui ou celle que les autres voient. Vous pouvez devenir celui ou celle que vous décidez d'être. Ça demande du temps, des sacrifices, de la détermination. Ça demande de supporter l'incompréhension, parfois le mépris. Mais ça en vaut la peine. Parce que le jour où vous sonnerez à votre propre porte pour accueillir ceux qui vous ont sous-estimé, ce jour-là, vous comprendrez que la plus belle des revanches, c'est celle qu'on prend sur soi-même. Et c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai sonné à ma propre porte et j'ai ouvert à la femme que j'ai décidé de devenir.